Que sait-on de Rungis? On y bosse la nuit et on y trouve de tout. De la tête de veau au plus délicieux des fromages. La France entière vient s'y ravitailler. Mais surtout, l'âme du plus grand marché du monde, ce sont les 12 000 personnes qui y travaillent. Des figures emblématiques comme Gino, un patron pas comme les autres. Une marchandise bien achetée, c'est une marchandise bien vendue. Et une marchandise mal achetée, c'est une marchandise dans le cul. Nous irons à l'école avec un prof, un brin chambreur. Les apprentis nous attendent le matin. Voilà. Pas de solution pour arriver à l'heure, et ben ils dorment devant le boulot. Pour découvrir l'ambiance unique de Rungis, rien de tel qu'un tour au café Saint-Hubert. Qu'est-ce qu'il est con celui-là là. Connard va. T'as pas payé tes impôts, viens là. Ici le boss, c'est Stéphane Layani, un des seuls à Rungis à porter le costard cravate. Il ne faut pas être frileux, parce que dans les entrepôts, là on est à 3 ou 4 degrés peut-être. Rungis, c'est un monde à part, réservé aux lève-tôt. Bienvenue dans l'antre de la bonne bouffe. Inauguré il y a quelques mois, le pavillon de la volaille est la dernière fierté de Rungis. Pour les commerçants du marché, c'est le début de la journée. Ici, sur 18 000 mètres carrés, l'équivalent de 3 terrains de foot, eh oui, on vend toutes sortes de poulets, canards et autres faisans. Vers 2 h du matin, tous les grossistes installent leurs marchandises pour la vente sur ce qu'on appelle le carreau. Attends Alex, attends, on va peut-être les mettre là. Et puis on va faire sa palette parce qu'il a encore 4 colis là-bas. Je vais peut-être garder la palette. Parmi eux, avec son chapeau de cow-boy vissé sur le crâne, Gino Catena, le roi de la volaille, une légende à Rungis, le seul capable de vendre du poulet dans 6 langues différentes. How are you? Hello. Fine? Good, Yes. you? Sparkil, monsieur Adi. مليح وانت؟ عاني صغمة. كاكني. Comment ça va? Mba. Ah, não faz mal. Il parle toutes les langues. Faz português pouquinho. Fala pouquinho português também. Voilà, tá bem. Ô Aroma, vieni qua. Dai, vieni qua. Vuoi un po' di maiali iberico, dai, c'est quoi? Di piccioni. Mais Gino, il est international, il parle même chinois. C'est bon. C'est la boîte à magie, Gino. C'est la boîte à magie. Gino, c'est un grossiste. Il achète ses produits partout en France, puis les revend ici à des professionnels, bouchers ou restaurateurs. Ne tentez pas de faire votre marché à Rungis, ce n'est ouvert qu'aux pros. En fait, il faut présenter tous les produits, parce que si on ne les présente pas, on ne les voit pas. Donc, automatiquement, ça reste derrière et ça se vend pas. Gino a commencé petit commis, tout en bas de l'échelle. Aujourd'hui, il dirige la société de ses débuts. Chiffre d'affaires annuel, 100 millions d'euros. Certains de ses plus fidèles clients se souviennent du jeune manutentionnaire qu'il était. Il ne parlait pas beaucoup à cette époque-là. Il s'est rattrapé. J'ai connu la vie, ça y est. Ah oui. Ah ouais. Pour vendre, faut se vendre. Alors bon, de temps en temps, il faut savoir passer des caps. Hein. Oui, bon. Il balayait le trottoir à cette époque-là. Il a fait du chemin quand même. Hein. Son succès, Gino le doit en grande partie à ses talents de vendeur. À 51 ans, chaque nuit, il continue d'alpaguer le chaland. Comment tu vas? Bien? Qu'est-ce que tu veux de beau, toi? Non, rien. Viens faire un peu de cochon de lait, des French lac. Et avec ses clients, pour la plupart restaurateurs, Gino sait parfois se montrer arrangeant. Bon, Nico! Merci. Viens. Pleure pas! Oh là 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 là! Nico! Viens voir. Oui, mais putain, je suis pas bête. Tu veux quoi, là? Viens faire un peu de filet, viens des French fries. Viens faire des bons produits un peu, là, ça va aller. Vas-y! T'as vu les poulets, là, Sandrine? Là tu veux pas l'aider? Eh bien, faut que je te trouve, j'ai des verrines pour toi, des machins. Tu vas voir. Comme tu m'as demandé, juste à ta main, impeccable. Je vais du bloc bientôt. Ouais, tu veux des quoi? J'en ai un de tourné, là, tu veux pas voir? Non, tiens. pas tout de suite. T'es sûr? J'attends encore un petit peu. Pourquoi t'as besoin d'oseille? Je te les prête, je te mets de côté. Tu paies plus tard? Là. Non, ça me dit rien. Oh, t'as bien trouvé 8 potes. Une table de 8 potes. Qu'est-ce qu'il a le chef aujourd'hui? Allez, vas-y, 8 potes. Il est un peu fouilleux. Il est un peu assistant, quoi. Quand il veut vraiment vendre quelque chose, hein. Je vends ou je vends pas? J'y arrive pas, voilà. parfois. Bon, parfois. Quand il n'a pas décidé, il n'a pas décidé non plus, hein, ceci dit. Hein. On va pas les violer, nos clients. Hein. Allez, c'est sympa. Voilà, encore un ami. Et comme toujours, Gino fait mouche. Je vais quand même chercher mon bon pour te payer, éventuellement. C'est gentil.
L'objectif de la journée aujourd'hui, c'est de finir en string, mais ça va être compliqué, je crois. Parce qu'on achète beaucoup de marchandises. On est toujours optimiste pour le mardi matin, sachant que c'est une très grosse journée, alors on charge. Donc on se dit qu'on va vendre, on va être pertinent. Bon, maintenant, objectif, c'est ça. La réalité, on verra tout à l'heure. Hein. La hantise de Gino, commander trop de marchandises et se retrouver avec ses poulets sur les bras. Alors pour éviter tout problème, il respecte à la lettre sa règle d'or. Une marchandise bien achetée, c'est une marchandise bien vendue. Et une marchandise mal achetée, c'est une marchandise dans le cul. Ça marche avec la rime. Mais c'est un peu vrai quand même. Hein. D'ailleurs, ce n'est que vrai. Cette nuit, Gino a réussi son pari. Au petit matin, il a écoulé tout son stock, 210 tonnes de volailles. Ça donnerait presque le tournis. « 3 heures du matin. Dans ce bâtiment, une salle de classe remplie d'élèves. Ces jeunes de 18 ans sont tous en bac pro poissonnerie. Ici, en plus de l'algèbre ou de la géographie, on apprend tout sur le poisson, de la théorie à la pratique. Par contre, les noms scientifiques, eux, ils sont super importants. Parce que quand vous achetez, que ce soit ici ou ailleurs, il y a toujours un fournisseur qui essaiera de vous la mettre un petit peu à l'envers, entre guillemets. En chocolat. Voilà, pour le coup, on vous a quand même fait du sucré. Parce qu'on va... Ambiance hard rock à l'école des poissonniers. C'est salé. Parce que la famille, vous n'avez pas forcément la voir. Sébastien n'a pas vraiment le look d'un prof, mais dans son domaine, c'est un cador. Du coup, ses élèves ne rateraient le cours pour rien au monde, même quand ils débutent à 3 heures du mat. Pourtant, accéder à Rungis en pleine nuit, sans voiture, c'est un vrai casse-tête. Nous, on a des apprentis. Nos apprentis nous attendent le matin. C'est Louis. Voilà, ça, c'est des gens courageux, ça. C'est Louis et qui? Non, ça, c'est Antoine et Louis. Voilà. Voilà. Pas de solution pour arriver à l'heure, et ben ils dorment devant le boulot. Bon, on a tout le monde, là? À l'école de Rungis, les travaux pratiques commencent dès 3h30. Le cortège se rend au pavillon de la Marée, à quelques centaines de mètres, pour un premier exercice. Relever le prix de plusieurs produits. Bien acheter son poisson, c'est le b.a.-ba de tous les poissonniers. Logiquement, tous les produits, vous allez les trouver. Vous faites attention aux petites annotations que j'ai mis quelques par-ci par-là. Le merlu, c'est du 2 à 3 qu'on veut. Donc du 2 à 3, c'est quoi? Entre 2 et 3 kilos. Entre 2 et 3 kilos. Saumon fumé, attention, je veux un saumon fumé ficelle. C'est parti pour 2 heures de pêche au renseignement, dans ce qu'on appelle ici La cathédrale, là. Comme c'est beau, ça. Comme c'est beau. Sole, maquereaux, requins, bonites. Ici, chaque jour, plus de 800 espèces de poissons sont vendues. Pêchés majoritairement en Europe il y a quelques heures, ils arrivent le soir pour être monnayés dans la nuit. Au contact des professionnels, certains élèves comme Alexis prennent des leçons de vie. Bonjour, on voudrait se renseigner sur des prix, s'il vous plaît. On donne pas de prix, monsieur. D'accord, merci. Désolé pour l'école. Alexis, la prochaine fois, faudra être plus accrocheur. Ça les embête un peu qu'on vienne. Pourquoi? Ils travaillent, ils ont pas envie de perdre leur temps à nous donner des prix. Poissonnier, c'est aussi un métier de contact. D'accord, merci. Ça semble plus facile pour Mohamed. Oh, bonjour. Le haddock, il est à combien au kilo? 12,50. 12,50 le kilo. Je vous remercie. Les langoustines, elles sont à combien? 15,50. 15,50, c'est du Danemark? Oui. C'est de la 16,20? 16,20, oui. Pour Sébastien, être poissonnier, c'est également savoir repérer les belles pièces et avoir un certain sens du marketing. C'est la chasse au trésor, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On est à la recherche de quelque chose de joli et quelque chose d'original aussi, quoi, justement. Ça aussi, c'est original. Ça, c'est des choses qu'on voit souvent, mais alors de cette taille-là, on les voit rarement. Ça, c'est du maigre. Là, fait 42 kilos quand même. Et ça, tu achètes ça le matin, si tu veux, tu mets ça sur la table, entier avec le machin et tout. Et toute la journée, tu as les gens qui passent avec les gamins. J'ai même vu des clients aller chercher les gamins ou aller chercher maman à la maison pour revenir et pour boire le poisson. Donc c'est pour ça que c'est important d'acheter des pièces comme ça. Ça fait rêver les gens et voilà, les gens, ils n'ont jamais vu des poissons comme ça. Chaque jour, Sébastien transmet cette passion du poisson à ses élèves. Un savoir qui se communique dans cette école depuis 40 ans. Regardez votre étiquette, elle est divine.
5 h du matin. Eddy Cassa commence sa tournée d'inspection au pavillon des viandes. À 45 ans, il a déjà 13 années de Rungis derrière lui. Eddy est vétérinaire, mais ici, il est plutôt monsieur propre. Il s'occupe de l'hygiène. Et parfois même, il doit faire la police auprès des visiteurs. Ah bah oui, c'est vous allez chercher une blouse tout de suite. Hein. Tout de suite. Déjà, je comprends pas pourquoi vous rentrez avec sans blouse. Ouais. C'est parce qu'on ne fait pas tout le marché, c'est pour ça. Non, mais vous rentrez. Par contre, il faut passer par là. Ici, la blouse, elle est obligatoire. Hein, une blouse obligatoire. Donc, c'est vraiment pas grand-chose qu'on leur demande. Mais vous avez certains récalcitrants. Et il faut être tout le temps derrière eux. Pavillon de la triperie. Attention, ça va décoiffer. Ici, on travaille la matière première pour en faire un produit fini. Travaux pratiques avec la découpe d'une cervelle, un travail d'orfèvre. Dans cet atelier, l'hygiène doit être irréprochable. 3 fois par an, Eddy et ses collègues contrôlent de fond en comble chaque établissement du marché. Bonjour. Et même si Eddy a l'air cool, rien ne lui échappe. Bon, nous, ce qu'on surveille surtout ici, c'est l'hygiène générale de l'établissement. Et plus particulièrement, l'hygiène du personnel. On regarde s'ils ont une blouse, une coiffe, des bottes, ainsi que l'hygiène du matériel. On regarde si le sol est propre, concernant les murs, etc. Et voilà, ça me semble. Ouais, là, ils travaillent depuis quelle heure vous êtes là? Depuis 1 h du matin. Donc là, vous vérifiez. Donc ce qu'on leur demande, c'est qu'au fil de leur travail, c'est de nettoyer au fur et à mesure. Ce casseur de tête de veau décalote chaque jour plus de 150 crânes. Là encore, ça n'a l'air de rien, mais c'est tout un art. Voilà. Toujours, on désosse de la même façon. Bon, on va accélérer un peu, mais désosser une tête de veau prend en réalité 5 bonnes minutes. Et voilà les dents. Les cuirs, c'est ça. Il y a certains, ils veulent les cuire comme ça. Il amène chez lui, il prépare comme il veut. Ouais, enfin, chacun ses goûts, hein, mais pour nous, non, non merci, non. Voilà. « 6 h du matin. Pour se réchauffer après une dure nuit de labeur, une seule adresse à Rungis, le Saint-Hubert. C'est le point de ralliement de tous les travailleurs nocturnes. Un express à Sauvignon. On y vient autant pour un petit blanc que pour un petit noir. Mais surtout, il y règne une ambiance franchement virile. 4-10 sur 10, s'il vous plaît. Oui, oui, j'arrive. Oh, quel con. Qu'est-ce qu'il est con. Qu'est-ce qu'il est con. T'as pas compris qu'il fallait pas répondre dans le bordel, toi? Et qu'est-ce que t'es con, mon pauvre. 4-10 sur 10. Qu'est-ce qu'il est con, celui-là, là. Connard, va. T'as pas payé tes impôts, viens là. Messieurs, bonjour. Comment allez-vous? Voilà. Comment tu vas? Ça va? Ça a été cette nuit? Bien? Bien travaillé? Pour Gino, notre star de la volaille, c'est aussi l'heure de casser la croûte. On peut avoir un excellent café. Bien. Ouais. Ça va? On peut avoir un excellent casse-croûte. Ah oui, sans doute. De qualité, s'il vous plaît. Bonjour. Comme d'habitude. Ça va, toi, la gazelle? T'es heureuse? Bon, génial. La gazelle, c'est Babette. Enfant déjà, son père, commerçant, l'emmenait à Rungis. Chaque nuit, elle vend 250 sandwichs. Babette, c'est la touche glamour du café. C'est vraiment une bonne ambiance. C'est familial, c'est très très familial. Moi j'ai toujours connu, même enfant, le Saint-Hubert. Sur Rungis, c'est un mythe le Saint-Hubert. On ne peut pas passer à Rungis sans passer au Saint-Hubert.
Et même s'il n'est que 6 h du matin, tous accompagnent leur casse-croûte d'un petit demi. Bon, je sais bien que c'est choquant toujours une bière à ce heure-là, mais enfin bon. Bon bah nous ça fait que 7 heures quoi qu'on est debout. Hein. Santé. Tous les jours, Gino vient faire le plein de munitions. Un ravitaillement nécessaire pour continuer sa longue journée de travail, comme tous les habitués du bar. « 6h30, retour à la cathédrale, le temple du poisson. Sébastien a réservé une petite surprise à ses élèves. Direction le plus grand vivier de homards de Rungis. On a le privilège que le responsable ait accepté en fait, de nous faire voir les viviers. Hein, ça, c'est un truc normalement qui n'est pas vu. Voilà, c'est quelque chose qui est... C'est les coulisses, en fait. Le vivier, c'est ça. 25 000 litres d'eau de mer et 4 bassins qui peuvent contenir jusqu'à 3 tonnes de homards. Ça va ou quoi? On va rentrer à l'intérieur, là. Vous faites gaffe, vous essayez de rester groupés. Pas de bazar, on a un monsieur qui travaille. Et c'est pareil, pas trop de bruit. Hein. On va pas les effrayer non plus, les homards. Ludivine, vous évitez de le regarder dans les yeux. Ils vont avoir peur. Donc voilà, pas de bazar. C'est donc sage comme des images que les élèves entament leur cours dans un des lieux les plus fermés de Rungis. Inaccessible aux simples poissonniers. Ludivine, combien d'espèces de homards on vend en France? 2. Ouais, lesquels? Le canadien et l'européen. Ouais, t'as les deux ici, non? Ouais. On peut voir la différence? Là, ici, on va avoir l'européen. On le reconnaît facilement à ses couleurs bleues, voilà, et tacheté de blanc comme ça. Et ici, on va avoir le canadien, américain, qu'on va reconnaître à ces couleurs-là, cuivré légèrement. D'accord? Vous savez comment on reconnaît un mâle d'une femelle automatiquement? Un homard? Oui, bah là, oui, parce qu'elle a des œufs. Mais vous voyez ici, là, cette partie-là, si on le ferme comme ça, vous voyez, tout est fermé là. D'accord? Elle protège ses œufs. D'accord? À l'inverse, un homard mâle, ici, vous aurez seulement cette partie-là. Cette partie-là, vous ne l'aurez pas. D'accord? Celle-là non plus, celle-là non plus. Ce sera plus écarté. Donc vous reconnaissez les homards des mâles et des femelles comme ça, essentiellement. Acheté ici 50 €, un homard comme ça coûte 2 fois plus en poissonnerie en fonction du marché. Là, ça va grimper le prix du homard. Simplement parce qu'il y a de tempête, il y a mauvais temps, c'est vraiment le bazar. Et le poisson, ça va être la même chose. Vous allez venir ici la semaine prochaine, on va souffrir. Les clients vont souffrir aussi parce que le poisson va vraiment être beaucoup plus cher. C'est logique, d'accord? Mauvais temps, pas de pêche, pas de poisson, le cours, il grimpe. C'est aussi simple que ça, quoi. Pour la classe, ce cours est aussi l'occasion de rencontrer un ancien élève du CFA qui a très bien réussi. Olivier était un ancien apprenti du CFA. Et ça fait combien d'années que tu es sorti du CFA? 7 ans. 7 ans, t'es si vieux que ça? Voilà, bah vous voyez, en 6-7 ans, l'ascension, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Voilà. Mais lui, c'est parce que c'était un bon apprenti. Ah, parce que nous, on est des mauvais apprentis. Ah bah on verra plus tard, dans 6-7 ans. Merci Olivier. Salut. Bon courage. Merci. « 8 h du matin. Le nouveau pavillon dédié aux traiteurs est en construction. Rungis est en travaux permanents. Le marché est géré par une société publique qui loue les bâtiments et dépense chaque année 30 millions € dans la rénovation ou la construction de nouveaux sites. La réputation du marché a largement dépassé nos frontières. Stéphane Layani, son directeur, reçoit fréquemment des délégations du monde entier. Ce matin, l'Inde est à Rungis. Le ministre de l'Agriculture de la région de l'Haryana est en visite. Bienvenue à Rungis. Très heureux d'être là. Pour le ministre et sa délégation, la rencontre est capitale. Ils viennent négocier un contrat pour encadrer la construction d'un nouveau marché de produits frais en Inde. L'expertise française leur est indispensable. Le marché de Rungis est une grande réussite. Nous sommes venus pour comprendre les secrets de ce succès. On a un pavillon des petits producteurs où les producteurs d'Île-de-France apportent leurs produits sans intermédiaire, les revendent directement. Et ça lui plaît parce qu'il est ministre de l'Agriculture de l'Haryana, qui est une des principales provinces de l'Inde. Et évidemment, il veut faire la même chose avec ses agriculteurs. Les fruits et légumes, c'est ce qui intéresse particulièrement le ministre pour son propre marché. Le directeur l'emmène donc visiter le nec plus ultra dans ce domaine. Monsieur le directeur général. Monsieur Layani, bonjour. Bienvenue. Monsieur Morinier, vous allez bien? Bienvenue. Bienvenue. Good morning. Good morning. Good morning. La visite débute par l'entrepôt réfrigéré.
Une particularité du métier de président de Rungis, c'est qu'il ne faut pas être frileux, parce que dans les entrepôts, là, on est à 3 ou 4 degrés peut-être. Et ça arrive souvent. Dans cette partie de l'entrepôt, la station d'emballage, où l'on conditionne les fruits et légumes. On n'est pas obligé de les vendre en petits sachets. On peut aussi les vendre en gros sachets si les clients le demandent. Pour ces diplomates indiens, c'est aussi l'occasion de faire du business en essayant de placer des fournisseurs de chez eux. Je peux vous présenter quelques producteurs? Bien sûr, bien sûr. Donnez-nous vos coordonnées. Monsieur Prasad, c'est à ça que sert Rungis. C'est justement le sourcing, la diversité, être capable de trouver des produits très compliqués et de vous acheter. Et comme après chaque visite, le directeur a un rituel pour impressionner ses invités. Je vous présente le plus grand marché de produits frais au monde. Mais le prochain sera en Inde. Nous espérons en avoir un identique, avec votre aide. Et après le panorama, le repas. On va être dans des discussions un peu diplomatiques et je ne peux pas le faire avec la télévision. Au revoir. Voilà une gentille façon de nous virer. Depuis 1969, date de sa création, le marché de Rungis est une vitrine dans le monde entier. Avec l'aide de la France, des pays comme la Russie ou la Chine ont déjà construit leur propre marché. « 8h30 au pavillon de la volaille. Gino quitte enfin le carreau pour se rendre au 2e étage du bâtiment. Bah là, je vais monter au bureau, commencer ma deuxième journée, aller voir faire le social de la boîte, ce qu'on appelle. Ça va et toi? Ouais. Nathalie? Bien? Bien. Après avoir été vendeur toute la nuit, le jour, Gino dirige sa société. Un double emploi qui lui laisse peu de temps libre. Confession d'un hyperactif. Quelquefois, on vole une demi-heure de sommeil l'après-midi, 1 heure quand on a un peu de temps, et sinon, c'est 3 à 4 heures de sommeil par nuit depuis bien des années maintenant. En plus, je faisais des marathons, donc je m'entraînais 3 fois par semaine, je faisais de la course à pied, je me couchais à 17h, je me levais à 17h30, je prenais mes pompes et j'allais faire 15 bornes. Depuis que Gino est à la tête de sa boîte, il truste 40% du marché de la volaille. Allez, on va voir la volaille. Pour obtenir ces résultats, Gino a sa méthode. Tous les acheteurs dans cette pièce sont également vendeurs sur le carreau. Ils connaissent parfaitement les produits qu'ils commandent. Les équipes de jeunes dynamiques achètent et qui vendent. On marche qu'avec des marges ici, de toute façon. À un moment donné, c'est la marge nécessaire pour faire fonctionner l'entreprise. Voilà. Le responsable, lui, il est en train de regarder ses marges. À mon avis, tout ce qui est en rouge, c'est ce qu'il ne gagne pas, alors donc il y a du boulot. Hein, faut que tu fasses un peu mieux. 99,9% scan. Ah ouais. Ça remonte un peu au mois de septembre. Oui, c'est pas sûr. Bah si, ça se voit. Je sais pas, au mois d'août, oui. Bah heureusement encore, attends. Mais il est tout le temps content, lui. C'est un peu embêtant, d'ailleurs. Retour dans le bureau de Gino. Aujourd'hui, il reçoit un ami producteur. Un beau gosse fournisseur. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous salue. Ça va? L'entreprise est en pleine croissance. Gino dirige plus d'une centaine d'employés. Une responsabilité qu'il ne prend pas à la légère. À 51 ans, il a décidé de repasser par la case école. Alors après une formation à HEC, il passe aujourd'hui un MBA de management. Je suis parti, j'étais à bac-1, j'ai sauté un cran à bac+5. La marche, elle est de 6 étages, ça fait une sacrée marche, quoi. Avant de reprendre ses études, Gino n'était pas un as de l'organisation. Je pense que le vrai besoin, c'était un jour de ranger les crayons dans le bon sens. Hein, moi, j'ai des crayons, ils étaient dans tous les sens. Je sais tout faire à la fois. Non, puis je me suis dit, on va les ranger dans le bon sens. On va vraiment donner une direction et un sens au développement. Et voilà, c'est le pourquoi de la chose.
honnêtement, il me bluffe parce que à partir d'un certain moment, c'est quand même assez dur de faire tourner ses neurones. En tout cas, il tourne un peu moins vite que quand on a 20 ans. Moi, je pensais qu'on prenait la formation à l'essai, qu'on faisait un chèque pour rentrer dedans. Non, on m'a dit, monsieur, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, il a fallu que je me vende, j'avais pas de CV. Alors, pour me vendre, bah oui, j'ai dit, voilà, bah, écoutez, vous allez sur Internet et puis vous tapez mon nom, mon prénom. Et puis du coup, il est tombé là-dessus, il me dit, ah, c'est pas mal. Le roi de la volaille espère être diplômé à la fin de l'année. Son rêve, vendre ses poulets dans le monde entier. « 17h, c'est la fin de la journée. Et bientôt, une nouvelle nuit commence à Rungis. Tout le monde est déjà sur le pied de guerre. Sur le carreau, Gino drague ses premiers clients. Je fais un petit tour puis je réfléchis quoi. Tu fais pas comme ça avec les gonzesses, hein? Non, tu fais pas comme ça avec les gonzesses, t'attends. Dans la cathédrale, Sébastien continue à former ses élèves. Aujourd'hui, si vous n'avez pas la blouse, la paire de bottes, la tenue complète adaptée comme ça, c'est 450 € l'amende. Pour Eddy, la mission du jour consiste à vérifier l'état des carcasses de viande chez ce grossiste. Bonjour docteur. Ça va? Ça va et vous? Jeune homme. Première étape, vérification des veaux. On regarde l'état de la viande. Hein. Voilà, ensuite il y a aussi l'odeur. Hein. L'odeur aussi est importante. Si vous avez une odeur nauséabonde, on le sent tout de suite. Il y a aussi le toucher. Hein. On regarde si la viande elle n'est pas, pas poisseuse, par exemple, si elle ne colle pas. Dans ses tournées, Eddy ne se sépare jamais de son thermomètre. Et donc je vais prendre la température à cœur. Donc je vais enfoncer ma sonde au niveau d'un des muscles, ici. Pour une viande nue, la température maximum tolérée, c'est plus 7 degrés. Là, je vois qu'elle est à... Cette carcasse, elle est à 3,3. Depuis la création de Rungis en 1969, les problèmes sanitaires sont rares. Quand Christian a commencé dans les années 60, aux anciennes halles en plein Paris, l'hygiène était un concept un peu flou. Tout le monde sait que le ventre de Paris regorgeait de rats, hein. Ça c'est sûr. Hein. Vous dire que maintenant les bêtes grignotaient, les rats grignotaient nos bêtes, peut-être pas quand même. Hein, mais... C'était le Moyen-Âge par rapport à aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas de climatisation, il n'y avait pas de système aérien, toute la marchandise était transportée à dos d'hommes. Il y avait un peu d'hygiène, si vous voulez, mais rien comparé à aujourd'hui. Les contrôles s'effectuent aujourd'hui tout au long de la chaîne. Chez l'éleveur, puis à l'abattoir, et enfin chez les grossistes, ici, par Eddy et ses collègues. Non, vous ne rêvez pas, ce sont bien des touristes japonais en plein cœur de Rungis. Ceux-là sont tous maraîchers, envoyés en France par l'Amicale des agriculteurs japonais. Entre deux excursions à la Tour Eiffel et au château de Versailles, ils visitent le marché. Je vous souhaite le bienvenu à Rungis, le plus grand marché du monde. Depuis 5 ans, Nico est à la retraite. Alors pour ne pas s'ennuyer, 2 fois par semaine, cet ancien grossiste hollandais sert de guide au marché. On commence? Oui. Comme toujours avec les groupes japonais, il faut négocier le parcours de la visite. Les fleurs, si on a le temps. Ok. Ça va les intéresser, c'est le marché des producteurs. C'est dans la région. Bon, vous l'aurez compris, pas évident de négocier avec un guide japonais. La visite doit s'effectuer au pas de course. Vous avez vu le wakame? C'est bon. Ok. Vous êtes pressé? Oui, oui, un peu, oui. Parce que non, il est un peu lent. Au goût de japonais. Allez, pardon, allez, on va accélérer un peu là. La prochaine étape, c'est le fromage, pavillon de fromage. Dégustation des fromages du terroir. Et apparemment, c'est fort en bouche.
Yagi. Oh, le chèvre, ça pue. Mais sinon, c'est comment? C'est bon. Ah, la menteuse! La visite express se termine pour nos amis japonais, direction Tokyo par le vol de midi. Ça va? Ça va et toi? Ah oui, trop de visites. Juste avant le départ de Nico, un ami fromager vient le saluer. Yves Kremer, c'est la crème des fromagers. On ne peut pas le louper, il ne quitte jamais son béret. Un jour, je l'ai mis comme ça pour rigoler, et puis en fin de compte, ça tient tellement chaud à la tête que j'ai jamais réussi à l'enlever. Alors ici, on est à 7 degrés, hein, donc c'est frais. Yves est un grossiste en fromage, mais ne lui parlez jamais de fromage pasteurisé. Il ne vend que des fromages fermiers au lait cru. La tradition, monsieur. Salut Rémi, la forme? On essaye d'avoir le maximum de produits traditionnels, de terroir, le maximum d'exclusivité aussi. Et quoi qu'il en soit, de toute manière, par exemple le Langre fermier de chez Sylvain Remillet. Voilà, ça c'est le seul fermier qui existe en Langre. Et qui dit produit d'exception, dit aussi client d'exception. Des quatre coins du monde, les meilleurs maîtres fromagers viennent frapper à sa porte. Certains commandent même à distance, saut moderne. La vente se fait chez des puristes. Donc des puristes, ils peuvent se trouver au Japon, comme monsieur et madame Yamamoto, peuvent se trouver en Suisse, comme Colbusier, peuvent se trouver à Pontoise, comme Jean-Pierre Leroc. Parmi ses clients, il y a Nicolas, un tout jeune maître fromager. Allez, on y va. Le fromage, il est tombé dedans il y a 13 ans. Ensemble, ils descendent dans le Saint des Saints, la cave d'Yves. C'est ici qu'il conserve ses trésors. Si on reste en haut, on passe à côté de... Les pépites, elles sont en bas quand même. Maintenant, en France, partout, on a des gens comme Nicolas qui descendent dans nos caves. Mais par contre, on a toute une clientèle qui ne descend pas dans nos caves. Voilà. C'est un marché un peu off comme ça, et forcément, l'exception, par définition, est exceptionnelle. Mais je ne suis pas descendu la première année non plus. Hein. Ça s'est fait avec le temps, finalement. Ça se mérite. Et oui, tout le monde n'est pas digne de descendre dans la cave d'Yves. Elle est réservée aux connaisseurs. Et là, on est sur un petit fromage qu'on va goûter. Alors ça, c'est marrant parce que voilà, c'est un petit fromage qui fait 26,5 kg. C'est un jour où il y avait très peu de lait. Qui est retenu aussi en pâte. Ouais, c'est bon ça. C'est le cas. Hein. Très très bon ça. J'ai eu la chance dans ma vie de goûter des très grands spiritueux, des très grands vins, mais en même temps dans tout cet univers d'arômes, de saveurs, etc. que j'ai en tête, il y a vraiment des fromages qui m'ont marqué comme la première, autant que la première fois que j'ai goûté des vins comme Pétrus ou comme la tâche du domaine de la Romanée Conti, des fromages qui sont à ce niveau-là, qui suscitent autant d'émotions. Des acheteurs passionnés, Yves en a quelques-uns. C'est le cas de cette cliente, propriétaire d'une des meilleures fromageries de Paris. Juste le croquant. Bon aussi, hein. Très bon. On a envie de le sucer comme un bonbon. C'est tout doucement. C'est un métier où on ne fait que goûter? Oui. Je fais du cholestérol, je sais pourquoi. Heureusement, de temps en temps, Yves fait un peu d'exercice dans sa cave, au faux air de salle des coffres. C'est sa bijouterie ici. Ah bah là, il y en a pour des sous, hein. Et disons qu'il ne faut pas se tromper au niveau de l'achat, quoi. Hein. En commerce, une meule a une valeur pour un petit commerçant de 1 000 €. Voilà, elle lui ramène un chiffre d'affaires de 1 000 € par meule. Yves, lui, vend chaque pièce 500 € au fromager. Et avec 1300 meules dans sa cave, il est assis sur une mine d'or. Depuis 25 ans, il ne cesse d'agrandir sa collection. Aujourd'hui, il possède la plus grande cave sur le plus grand plateau de fromage du monde. Sur plus de 230 hectares, il est parfois difficile de s'y retrouver et de dénicher la perle rare. Certaines épiceries fines de Rungis se sont donc spécialisées dans le haut de gamme. Leur clientèle, de grands traiteurs et des chefs étoilés. Tous les mercredis, le chef Gauthier, 2 étoiles au Michelin, vient se ravitailler. Ah, chef Gauthier, comment allez-vous? Ça va bien, je suis Antoine. Bien, monsieur.
Aujourd'hui, il est accompagné de son grossiste en fruits, Xavier Espagna. Le chef Gauthier n'a que 30 minutes chaque semaine. Il vient spécialement de Lyon pour choisir ses produits. Et le choix peut s'avérer cornélien. La qualité est irréprochable, mais elle a un prix. Première trouvaille pour le chef Gauthier. Alors ça, c'est très très bon, il me semble. Hein. Moi, comme je dis souvent, sur mon lit de mort, 6-8 Gilardo, un petit coup de Chablis et voilà. Et je pars au paradis. Voilà, une huître creuse. Étape suivante, les jambons Bellota. La valeur d'un jambon comme ça, c'est environ 10 fois la valeur d'un jambon de pays, mais qui peut être excellent hein, pour faire des sandwichs mais sur un produit d'exception. Acheté 900 € par les restaurateurs, le prix public de ce jambon est d'environ 1 500 €. Ça fait cher le sandwich. Ça c'est fait avec les petites olives tagache de Ligurie, la région de Gênes. Quand vous avez une huile, il faut toujours la laisser dans le noir. Ça, c'est très important. Et je pense que le producteur, là, pousse le bouchon parce que son produit est tellement excellent qu'il préfère l'enfermer de façon que si la bouteille venait à être distribuée quelque part, elle est toujours dans le noir. Et ça, c'est une règle d'or. Hein. On va aller voir les légumes de Toury. Voilà. Pardon. Pour choisir ses légumes, le chef Gauthier ne fait confiance qu'à un petit producteur qui fait des légumes bio, cultivés à l'ancienne. Tiens, monsieur Xavier, regardez ça. Regardez, ça, c'est inépluchable. Hein. Faut, avec l'économe, mais ça, je suis sûr que ça, c'est excellent. Il y a encore des petites pousses, là. On va s'amuser. Canifer la betterave. Canifer la betterave. Elle est douce, elle est incroyable. Ce sont des produits totalement naturels. Aucun traitement. En quelques minutes, le chef Gauthier a défini sa carte pour midi. Comme de nombreux confrères étoilés, il ne se fournit plus que dans cette épicerie fine ou dans l'un des 5 autres établissements semblables de Rungis. « 8 h, retour à l'école de poissonnerie. Antoine, attrapez le... Oh! Merci. Ce matin, cours de filetage. Et pour ça, faut savoir manier le couteau. Hein, vous faites des 8. Si vous n'y arrivez pas encore aujourd'hui, vous dessinez un 8 sur la planche, comme ça. D'accord? Vous posez votre couteau à côté et vous dessinez le 8. Jamais on ne prête son couteau à personne. D'accord? Une fois que vous savez affûter un couteau, c'est votre couteau. Il n'y a personne qui doit le prendre. Fileter, c'est la base du travail de poissonnier. On remonte une première fois, puisqu'on est dans ce sens-là, on va tout de suite aller derrière la tête. D'accord? Et on va le descendre, gentiment, jusqu'en bas. Et on essaye d'être régulier. Vous voyez, je suis régulier. Là, je suis à peu près au même niveau de chaque côté. D'accord? Et je dégage mon arête. Maintenant, ce que vous devez apprendre, c'est rapidité et surtout perfection. La minutie. D'accord? Il faut que ce soit parfait. Donc ça, c'est vraiment important. Ce sont vraiment des jeunes motivés, oui. C'est ça qu'on veut. Elle est là, leur motivation. C'est la devise. C'est ma devise, en fait, et c'est aussi ma conception de voir les choses. C'est ça qu'on veut, ça définit, en fait, c'est ça que je veux, un travail parfait. Pourquoi? Simplement parce que j'aime ce que je fais. Donc c'est ça qu'on veut. Voilà, c'est tout. Cette devise, Vincent se l'est appropriée parce que c'est ça qu'il est. La poissonnerie, j'y suis un peu arrivé par hasard. Et au final, je m'y sens bien, quoi. C'est un produit intéressant et beau à travailler, c'est un produit noble. Après chaque atelier comme celui-ci, les élèves mangent les poissons à la pause de midi. Bon, ça c'est bien. Par contre, il faut penser à bien m'essuyer les opercules. Hein, parce que c'est ça, c'est le seul endroit où il va rester du sang, c'est le seul endroit qui va vous tacher à chaque fois le maquereau. Ça c'est nickel. Ça, c'est pas votre faute. Hein, ça, il commence à se gaper, ouais, il est pas... Voilà. Tous les élèves ici sont en alternance.
Une semaine sur 2, ils travaillent en entreprise. Pour la plupart, ils seront employés un temps avant d'accomplir leur rêve, ouvrir leur propre poissonnerie. Nous retrouvons le chef Gauthier et Xavier Espagnin pour la dernière étape de leurs emplettes. Un lieu méconnu du grand public, la mûrisserie de bananes. Je veux ça. Il veut ça? Oui. On lui donne un carton. Eh ben, on lui met un carton. On prend un carton dans la voiture, c'est fait. Et ça, c'est bon. Quand ils achètent des bananes, le chef Gauthier et Xavier Espagnin s'assurent toujours que le mûrissage est parfait. Après un voyage de 2 semaines en bateau, les bananes qui arrivent en France sont encore vertes. Pour déterminer le temps de mûrissage d'une cargaison, chaque lot est testé avec un outil étrange, le pénétromètre. Pour mesurer la densité, tout simplement, on fait une pénétration au centre de la pulpe jusqu'au trait de l'outil. Donc là, ici, on est sur une mesure pénétrométrique à 7,5. Pour être mûres, les bananes doivent avoir une valeur comprise entre 3 et 5. Pour cela, elles sont stockées dans ces chambres pendant 5 jours. Les turbines vont aspirer l'air au milieu et l'air va être obligé de passer à travers la palette. Vous voyez, il y a des trous dans les colis. En contrôlant la température de l'air, les mûrisseurs contrôlent la croissance des fruits. Ils peuvent ainsi proposer des fruits mûrs tout au long de l'année, même quand ce n'est pas la saison. Plus de 3000 tonnes de fruits et légumes transitent à Rungis chaque nuit. Il y a forcément des invendus, mais depuis 4 ans, on ne jette plus. L'association Le Potager de Marianne récupère les produits destinés à la destruction et les redistribue. Bonjour, je viens vous récupérer les produits. Vous allez bien? Ça va? Michael n'est pas un client. Il travaille à l'association depuis 8 mois. Tous les jours, il récupère les invendus auprès des grossistes. On va les faire partir aujourd'hui, tout ça. Des tomates, elles sont, regardez, elles sont encore très bonnes. C'est encore des belles tomates. On a des choux-fleurs aussi. Là, c'est une belle palette hein, aujourd'hui. Deux même. C'est des produits qu'on peut plus vendre en fait. Après, il y a, comme le céleri par exemple, la fan est un peu jaune. Et puis nous, de notre côté, c'est pour éviter les réclamations et puis tout un tas de papiers à faire. C'est bon? L'instant, merci. Hein. Pas de quoi. Retour à l'entrepôt. Bonne surprise en déchargeant les palettes. Bah écoute, on va regarder, mais ça a l'air pas mal. Ça en plus, ça vient de chez un grossiste qui fait que du bio, donc c'est des produits bio, donc c'est toujours un petit plus. On voit le poivron là, il y a quasiment rien à jeter. Donc, on va pas avoir beaucoup de tri à faire, on va pouvoir gagner du temps sur nos livraisons. Chaque année, l'association distribue gratuitement 190 tonnes de fruits et légumes par le biais de la Croix-Rouge ou des Restos du Cœur. Retour avec Yves au pavillon des fromages. Si pour certains de ses collègues grossistes, les principales préoccupations sont les invendus, pour lui c'est différent. Il affine des fromages, il les stocke, il a même une drôle de manière de tester la qualité de ses meules. Là, il y a des défauts hein, là, sur ces Beaufort Chalet d'alpage. Là, il n'y en a pas. On va tester. Donc, le but du jeu, c'est d'écouter. On sent quelque chose de massif et de régulier dans le son. Là, ça va être différent. Là, c'est troué. On sent de l'air dedans. Fromage avec des problèmes, malheureusement. Fait en alpage à 2500 mètres d'altitude. Raté pourquoi, comment, une journée pas comme les autres. Résultat, Yves ne vend ses fromages que quand ils sont parfaitement affinés. Et pas de discussion possible, même avec un grand fromager comme Maître Leroc, son ami depuis 12 ans. Ça, c'est délicieux. C'est Voilà. subtil. Ça, celui-là, je l'achète. Il n'est pas à vendre. Cher monsieur, je ne connais pas grand-chose en ce bas monde qui ne soit pas à vendre. Eh bien ici, oui, il y a des choses qui ne sont pas à vendre. Alors là, ça m'étonnerait. Ça m'étonne. Nous garderons notre âme. Tu parles. Raté, maître. Allez, nouvelle tentative. Alors,
Ouais. Tu peux me vendre une meule de Beaufort? Non, pas encore, c'est Je encore m'emmerde. à la vente. Il est chiant. Je n'imaginais pas qu'il y avait- Comment tu parles à un vendeur? Non, mais tu nous condamnes avec tes Beaufort d'été, que ça vaut pas un peu de lapin en ce moment. Mais tu as avec tes meules que tu étales complaisamment en disant j'en ai 180, nanani, nanana, et il veut pas les vendre. Pour le Beaufort, il faudra repasser. Même loin des caves de Savoie ou d'ailleurs, dans les bâtiments modernes de Rungis, on trouve encore des obsédés de la tradition. Ces fromages, de toute façon, ils finiront forcément un jour dans notre assiette.